Foyer, cocon, refuge, appartement, villa, tiny house. Peu importe sa taille, son style ou son adresse, la maison, ta maison, c'est bien plus qu'un simple toit au-dessus de ta tête. C'est un espace qu'on imagine, qu'on transforme, qu'on réinvente. On y rêve, on l'optimise, on le rénove, on le construit, on le décore de la première pierre aux dernières finitions. Dans ce podcast, on pousse les murs et on ouvre les fenêtres sur tous les sujets de l'habitat. On explore tout ce qui fait la maison, de la cave au grenier, en passant par... De la cave au grenier en passant par l'isolation, et on reçoit Baptiste pour en discuter. Bonjour Baptiste. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien ma foi. Ça va ? Bon. Donc Baptiste, tu es associé avec Vincent. Ça fait 9 ans que vous avez créé Isole Habitat. Oui. C'est une société donc, qui fait de l'isolation, ça tombe bien. Et vous êtes des anciens collègues, vous travaillez dans le bâtiment depuis très longtemps et vous avez donc créé cette société-là. L'isolation, c'est un sujet très important. En 2025, on entend beaucoup parler des DPE, donc les diagnostics de performance énergétique qu'on peut avoir quand on achète une maison. Et les factures d'énergie quand on chauffe sa maison sont importantes. En quoi l'isolation va devenir et est déjà un sujet très, très important en ce moment ? C'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. Non, l'isolation est un sujet important dans le sens où depuis le choc pétrolier, les énergies ont fait qu'augmenter au niveau des tarifs. Ce qui est important, c'est que le pouvoir d'achat, lui, n'a pas forcément augmenté dans le même sens. Ouais. L'isolation est importante parce qu'on passe beaucoup de temps dans sa maison, on y consacre beaucoup d'argent, et de devoir perdre de l'argent au niveau chauffage, c'est dommage. C'est frustrant. Très frustrant. Très frustrant. Parce que chauffer les petits oiseaux, c'est pas très agréable. Ce qui est important, c'est de pouvoir avoir un bon système de chauffage, une très bonne isolation, et pour pouvoir se sentir bien chez soi et avoir une meilleure classe énergétique au niveau de sa maison. Avoir du confort, peut-être aussi, c'est ne pas chauffer. Parce que les oiseaux, comme tu dis, c'est pas trop le sujet, mais que ce soit confortable. Parce que quand la maison est mal isolée, on a des sensations de froid, des choses comme ça qui peuvent arriver et qui rendent la maison pas très confortable. L'humidité aussi. Tout à fait. La chaleur va monter. Donc, si c'est pour avoir nos maisons bretonnes, c'est souvent un rez-de-chaussée et un étage. Si c'est pour avoir toute la chaleur du bas qui va remonter, qui va partir, on va avoir ce système d'inconfort, on va avoir trop chaud en haut et il va faire relativement frais en bas. C'est pas confort. C'est important de pouvoir bien isoler sa maison. Alors soit au niveau des combles, c'est là où il y a le plus de déperdition. En sous-face aussi de plancher, tout ce qui est vide sanitaire, garage, c'est très important, mais il faut bloquer toutes ces calories afin de pouvoir faire donc des économies et que ce soit confort chez soi. Et toute l'année aussi, on va en reparler tout à l'heure. Moi je veux isoler ma maison. Je trouve que j'ai un peu froid l'hiver. Je paye trop cher d'électricité. J'ai peut-être trop chaud l'été aussi. Mais je vois qu'il y a plein de matériaux sur le marché. La laine de verre, on entend parler parfois de matériaux plus naturels comme la laine de bois, la ouate de cellulose. C'est quoi la différence et comment on choisit ? Est-ce que ça dépend des murs ? Parce que j'imagine qu'on n'isole pas pareil un mur, un toit et un plancher. Comment on choisit les matériaux à mettre en fonction de notre typologie de maison ou des besoins qu'on peut avoir ? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Alors l'isolation, il y a 4 grandes familles d'isolants. Il va y avoir la laine de verre, ce qu'on connaît depuis toujours. Oui, jaune qu'on voit partout depuis très très longtemps. C'est ça. Après, on a la laine de roche, on a aussi la ouate de cellulose et la laine de bois. D'accord. Les 2 derniers sont des biosourcés, donc dits écologiques. Oui. Après, tous les matériaux, c'est important. La visite technique qu'on va réaliser, ça va permettre de pouvoir se dire pour ce support, il me faut ce type d'isolant. Pour cette maison, il me faut ce type d'isolant. C'est pas, il n'y a pas d'isolant précis et parfait. Oui, ils ont tous leurs avantages et inconvénients. C'est exactement ça. Tu peux nous donner les avantages et inconvénients, par exemple, de la laine de verre versus la laine de roche, un des deux, et puis les matériaux biosourcés, c'est quoi les différences et les plus et les moins de chacun ?
Alors, ce qui a le plus de la laine de roche, ça va être le classement au feu. D'accord. C'est ce qu'on va mettre autour d'un conduit de cheminée ou des choses comme ça pour que ce soit parfait au niveau feu. Les avantages et les inconvénients, ça va être le déphasage. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le déphasage? Moi, je sais ce que c'est, mais c'est pas simple. Le déphasage, c'est le temps que met la chaleur à traverser le produit. D'accord. On va dire que pour les isolants les moins performants, on va être sur du 6-7 heures. Et pour les plus performants, on est sur du 12 heures. Après, quand je parle du moins performant ou plus performant, ça va être laine minérale, laine de roche, fibre de bois ou laine de bois et ouate de cellulose. C'est là où le déphasage va être super important puisque c'est vraiment à partir du moment où on aura coupé son chauffage et que les calories vont être bloquées dans la maison, ça va permettre à l'isolant de traverser tout doucement, les calories de traverser tout doucement l'isolant. Pardon. Est-ce qu'on peut comparer ça? J'aime bien cette image, je l'utilise beaucoup, donc tu me diras si elle te convient. C'est comme un pull ou une doudoune. Tu vois, tu as ta petite doudoune sans manches. Ouais. Soit tu as une doudoune qui va être en polyester avec un rembourrage synthétique, et tu peux avoir ta doudoune avec, par exemple, de la plume qui va être un matériau naturel. Tu vas avoir forcément un peu plus chaud parce que la chaleur va mieux rester sur toi avec ta doudoune en plume qu'avec ta doudoune en polyester. Ça marche pour les couettes, ça marche pour les pulls en polyester ou en laine. Est-ce que c'est une bonne image si on veut rapprocher d'une image plus courante? Si, c'est bon, c'est ça. C'est ça. Tout à fait ça. Il n'y a pas de... T'as plus chaud dans ton pull en laine que dans ton pull en polyester. C'est ça. Okay. C'est exactement ça. Bon, on garde cette image alors, si on veut choisir. Oui, j'aime bien. Ok. Et il y a des inconvénients peut-être aux matériaux biosourcés? Les inconvénients, si on part sur l'isolant biosourcé, où il va y avoir un classement au feu nettement moindre et qui ne va pas être très bien pour nos maisons, en Bretagne, ça va être la laine de bois en vrac. Il va y avoir un classement au feu moins pertinent, alors que la ouate de cellulose, la laine de roche, c'est ce qui se fait de mieux. On peut se permettre de mettre ça dans nos maisons sans crainte de feu et sans crainte d'humidité. Ok. Et l'épaisseur change peut-être? On a tout ce qui est, on va dire, minéral. Est-ce qu'il y a besoin de la même épaisseur ou pas du tout? Alors, c'est important de connaître les épaisseurs. Toutes les épaisseurs, je ne les connais pas. Ah non, je te demande pas de quelle épaisseur. En plus, j'imagine de la performance qu'on veut, ça doit changer. Mais est-ce que il faut autant de laine de verre pour avoir la même performance que autant de laine de ouate de cellulose? Est-ce qu'il faut autant de ouate de cellulose, pardon, c'est plus dans ce sens-là, que de laine de verre en termes d'épaisseur? Est-ce que ça se vaut ou pas? Ça varie suivant si on va mettre du vrac, si on va mettre des panneaux, l'endroit où on va le mettre aussi. D'accord. Parce que ce qui est important, c'est au niveau de la réglementation thermique. Il va falloir plus de centimètres dans les combles qu'en sous-phase d'un plancher, par exemple, ou que dans les murs. Parce que la chaleur monte? Oui. D'accord. Donc après, ce qu'il faut absolument savoir, c'est juste la réglementation thermique. Pour prendre un exemple, la ouate de cellulose en soufflage, on est sur du 35,5-36 cm à mettre pour respecter la réglementation thermique. Oui. Ouais. Ça, tu parles dans une maison neuve ou dans les rénaux, c'est pareil? Maison neuve et rénaux. Ouais. Après, au niveau, si on doit comparer avec la laine de roche, on est sur alors de souvenir, c'est 33,5-34 cm pour la même réglementation thermique. D'accord. Donc ça ne se joue à pas grand-chose. Ça se joue à pas grand-chose. Et après, tout ce qui est produit en panneau rigide ou semi-rigide, il y aura besoin d'un tout petit peu moins d'épaisseur parce que la résistance thermique va être plus facilement atteignable avec moins d'épaisseur. Parce que condensé peut-être, vu que ça doit se tenir. C'est exactement ça, ouais. Ok. Pour de la laine minérale, de souvenir, on est à... pour un R de 6, on va être à 26-25, on est à 22 cm. Ok. Le R, c'est la résistance thermique, donc c'est un peu la lettre et l'unité qui est utilisée pour définir les besoins d'une maison sur chaque paroi, c'est ça? Définir les besoins et définir aussi au niveau des aides de l'État. Ok. Parce qu'entre tout ce qu'on entend en ce moment, il reste encore des postes où on peut se permettre d'avoir des aides, même si ça change assez souvent. Ouais. Et même trop souvent. Trop souvent, tout le monde s'y perd. C'est ça. Mais le R, la résistance thermique, c'est super important.
Ok. Vous êtes spécialisé dans l'isolation. Il y a un sujet qui est important aussi et qu'on n'associe pas tout de suite à l'isolation, c'est la ventilation. Oui. On en parlait quand on s'est eu au téléphone pour préparer cet échange. Pourquoi c'est lié? Pourquoi la ventilation est liée au fait de changer et améliorer l'isolation d'une maison? C'est lié parce qu'à partir du moment où on va isoler une maison, alors je parle de l'isolation des combles, on parle aussi de l'isolation extérieure. Nous, on ne fait pas ce type de prestation, mais j'ai des confrères qui le font et qui le font bien. Et isolation aussi en sous-face. À partir du moment où on va mettre sa maison, entre guillemets, sous cloche, ou qu'on va rajouter sa doudoune par-dessus, il faut... En laine ou en polyester, C'est donc. ça. Souvent, les gens vont faire l'isolation. Ils ont déjà fait leur fenêtre aussi. Il faut absolument que ça ventile, il faut que ça respire, pour la simple et bonne raison que toute personne, nous, dans notre maison, on va dégager de l'humidité. Les animaux qui vont être présents vont dégager de l'humidité. Donc, si on bloque tout ça, il va y avoir une discorde au niveau de l'habitat. Et si on ne ventile pas, on va droit dans le mur. Ça ne servira strictement à rien de refaire l'isolation si c'est pour qu'on obtient un taux d'humidité super important. Et plus le taux d'humidité est important, donc plus il va y avoir désordre, et moins on va réussir à chauffer l'habitat. Oui, parce que l'humidité, on en parlait tout à l'heure, le confort, l'humidité est une cause d'inconfort dans une maison, et la ventilation mécanique va permettre d'évacuer. Donc quand on a une maison qui n'avait pas de VMC, parce qu'à l'époque, elles n'étaient pas construites comme ça, en général, les courants d'air sont déjà là. Donc c'est pour ça qu'elle peut paraître saine, mais effectivement, quand on renforce l'isolation, on enlève et on rebouche tous ces petits trous qui faisaient que la maison était saine. Et il faut créer ce courant d'air, en fait, grosso modo. Enfin, quand je dis courant d'air, oui, on gère, mais... À l'époque, c'était de la ventilation manuelle. C'était pas mécanique, du moins. On avait juste des simples grilles pour pouvoir faire les courants d'air. Après, nos fenêtres de l'époque étaient simples vitrages, bois. Donc... Des fois, on avait le petit rond qui tournait dans une fenêtre, on avait ça. Dans certaines vieilles maisons. On en voit encore. C'est vrai? Oui, c'est très vintage. Oui, c'est très vintage, mais on ne veut pas les garder. Non. Pour ceux qui ont fait pas du survitrage, mais qui ont rajouté des éléments par-dessus leur fenêtre pour garder l'âme de la maison, on en retrouve encore, c'est rare. Mais oui, c'était les petites ventilations de l'époque. Et nos vieilles fenêtres en bois n'étaient pas du tout étanches. Donc l'air passait, et aujourd'hui, il faut mieux le maîtriser, cet air qui passe, pour le confort, mais il faut qu'il y en ait. C'est obligatoire. Obligatoire. Donc si on isole ou qu'on pense à isoler sa maison, il faut aussi penser qu'il y aura cette notion de ventilation mécanique. C'est ce qu'on appelle les VMC notamment. Il y a différents types de ventilation. On a la VMC, on a la VMC aussi en hygroréglable. Oui. Hygroréglable. C'est pas facile à dire. Non, c'est... par surpression aussi. Okay. Le même principe que dans nos véhicules ou dans les blocs opératoires. Donc il y a plein. Énormément, il y a beaucoup de possibilités au niveau de la ventilation. C'est un poste qu'il ne faut pas négliger. Et toujours pareil, c'est lors de la visite de la maison qu'on va pouvoir définir le meilleur type de ventilation. Justement, par exemple, si moi je viens te voir Isole Habitat, j'ai une partie de ma maison qui n'est pas habitable, qui n'a pas été isolée. C'est un grenier peut-être aujourd'hui, mais je veux le transformer. Je veux utiliser ces mètres carrés, mais je n'ai pas de fenêtre, je n'ai pas d'isolation. Comment ça se passe un projet quand on veut isoler par exemple une partie qui aujourd'hui n'est peut-être pas isolée? Ok, alors là c'est le cas typique de la pièce qui est au-dessus du garage et qu'on n'a pas forcément aménagé. Ouais, par exemple, c'est ça, oui. C'est vrai qu'en Bretagne, on a nos toits en ardoise à 45 ou 50 degrés. On a cet espace-là, puis des fois, on a besoin d'un peu plus. On veut un peu agrandir la maison et récupérer cet espace. Entre le télétravail qui est arrivé dans nos maisons, les familles qui peuvent s'agrandir ou trouver une salle de jeu ou autre, rajouter ce genre de pièces, on a plein de maisons avec plein d'opportunités. Ce qui est important déjà, c'est de vérifier la faisabilité auprès de sa mairie, voir s'il n'y a pas trop de contraintes. D'accord. Il y a des déclarations préalables de travaux à demander. Alors, soit on demande en amont et puis on est bon, ou soit on le fait en même temps que de trouver des artisans pour que les artisans puissent aiguiller les clients. Ce qu'il faut juste faire, c'est ne pas se presser et
prendre les bonnes informations. Ok. Tu parlais de visite technique. Est-ce que c'est un point de départ, par exemple, si quand on veut travailler avec vous, il y a une visite technique, justement peut-être pour nous aiguiller sur les choix, quoi faire, ou on explique, parce qu'effectivement, si on rajoute une pièce dans sa maison, on doit le déclarer, Oui. c'est obligatoire. Si en plus peut-être on crée un Velux, je disais dans mon grenier, je n'ai pas de fenêtre, donc comment on fait? Au niveau du process, ça va être la plupart du temps, les gens vont nous appeler. D'accord. On va prendre les informations. Donc ça, c'est Florence qui est notre assistante qui va prendre toutes ces informations. Après, on va rappeler la personne. On va essayer de trouver des subtilités techniques et puis pour pouvoir aiguiller notre futur venu. Ouais. Ce que l'on fait après, c'est qu'on prend rendez-vous, on vient sur site. C'est obligatoire pour pouvoir se projeter et échanger avec les gens. Oui, et voir aussi la maison, comment elle est faite déjà, les matériaux, j'imagine. C'est exactement ça. La plupart du temps, les maisons où on doit aménager les combles, pour les petites surfaces, il n'y a pas forcément de fenêtre. Donc un Velux, ça permet d'apporter de la lumière sans avoir besoin de toucher au pignon, au mur. Donc soit le mur, c'est un autre boulot, ou soit la maison va être mitoyenne, donc on peut passer que par le toit au niveau des Velux. Donc ça, c'est bien. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que on vient vérifier. Avec l'expérience qu'on a, on peut se permettre de dire ça va être pas mal. On peut mettre ce genre de Velux. On va se rencarder sur la toiture existante de la maison, où il y a forcément déjà des Velux. Ou au niveau des voisins aussi, ils ont des Velux. Ouais. Donc on essaie de se projeter, de dire aux gens, voilà, vous pourriez avoir celui-là ou celui-là. Et chez Velux aussi, il y a une règle, c'est qu'il faut un nombre de mètres de superficie de vitrage au mètre carré. D'accord. Pour avoir un apport de lumière assez important dans la pièce. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Et après, bien sûr, aussi, lorsque la déclaration préalable est faite de travaux, c'est la mairie qui va aussi nous driver ou nous donner un format spécifique. Si par exemple on est Bâtiments de France, ils peuvent exiger des Velux qui soient plus étroits et plus longs, qui soient bien encastrés. Ça c'est hyper important. Ouais. Par exemple en situation Bâtiments de France, mais il en existe plein. Effectivement en dimension, c'est ça. C'est exactement ça. Ok. Et donc une fois qu'il y a eu cette visite technique, on peut décider des formats de Velux. On se connaît un peu plus les étapes administratives à faire pour être dans les règles. Et j'imagine que on regarde les ventilations comment elles existent, si on doit les créer, etc. Comme on disait tout à l'heure, avant de faire les devis. Okay. Ok. Si, par exemple, donc il y a cette histoire de comble au-dessus du grenier ou au-dessus de la maison qui n'est pas aménagée. Mais par exemple, j'ai acheté une maison qui date des années 80 peut-être et je suis vraiment pas confortable. Est-ce que je suis vraiment obligée de tout casser? Parce que si je sais que ma maison elle est mal isolée et que ça peut être un sujet pour gagner en économie d'énergie, je suis obligée de tout casser mes cloisons à l'intérieur pour changer et mettre une isolation plus performante. Comment ça fonctionne quand on veut isoler par l'intérieur, parce que, par exemple, je ne veux pas toucher à l'extérieur de ma maison? Alors, soit on ne veut pas toucher, soit on ne peut pas. Surtout parce qu'on a tellement de maisons néo-bretonnes avec la pierre, tout ça, on n'a pas envie d'effacer tout, de faire disparaître le cassette de la maison. La problématique, c'est que devoir tout casser à l'intérieur, c'est peut-être, par défaut, devoir supprimer des mètres carrés. Oui. Donc, ça aussi, c'est pas très agréable à envisager, à entendre en tant que particulier et à le dire en tant que professionnel. Des fois, on n'a pas le choix. Ce qui est important, c'est vraiment la visite sur site, de voir la maison, de comprendre comment elle est, qu'est-ce qu'il y a derrière les cloisons, qu'est-ce qu'il y a au niveau des combles, qu'est-ce qu'il y a en sous-sol. Tout est possible, mais nous, notre but principal dans l'isolation, c'est de ne rien casser. Sinon, au niveau du devis et des frais, ça va engendrer des frais absolument exorbitant. Donc on peut isoler sans toucher trop au mur, au sol. Enfin, il y a des techniques qui existent. Alors oui, il y a des techniques qui existent. Après, au niveau si on part par le bas, au niveau sous-face de plancher, que ce soit en plancher bois ou des ourdis, il faut mettre des panneaux en dessous pour protéger. Lorsqu'on est dans son sous-sol, on va y avoir des poutres en béton et puis il va y avoir des parpaings qu'on va voir à nu comme ça.
ça l'alourdit. Ça l'éourdit. C'est ça. Merci pour la précision. Et donc, on peut isoler par en dessous. Ouais. Là, ça va être forcément un isolant rigide ou semi-rigide qu'on va venir poser au plafond et qu'on va mettre, où on va percer le parpaing et pouvoir mettre des chevilles métalliques. D'accord. Donc ça va être super important. Après, au niveau des murs, la particularité des murs, c'est que souvent, nos murs de l'époque, ça va être plâtre, briques, Oui. vide d'air et après le parpaing. Oui. Donc là, est-ce qu'on peut souffler, est-ce qu'on peut pas? Tout dépend de l'épaisseur, tout Ouais. dépend du support, comment il est présent. Et c'est ça qui va driver le devis. Donc on a vraiment besoin d'un diagnostic technique sur place pour voir comment est faite la maison et voir comment on peut être le moins intrusif possible pour trouver la solution technique qui va aller. C'est ça. C'est ça? Parce qu'après, ce qui va être important, c'est de savoir s'il va y avoir que 5 cm de vide, si j'isole, est-ce que c'est intelligent et intéressant d'isoler, le retour sur investissement, le gain, on n'est pas persuadé, est-ce que ça va être bien rempli partout? Ouais. Il faut pouvoir voir tout ça. Et après, au niveau des combles, on va avoir le plafond de comble et les rampants. Mhm. Donc là, il n'y a rien de sorcier où on se met en mode petite souris et puis on va dans le grenier, on enlève tout l'ancien isolant qui est sur le plafond et aussi dans les pentes, c'est super important pour pouvoir tout remettre à nu. On va dire que le grenier, là, il est prêt à recevoir le nouvel isolant et après, on peut remettre de nouveau. Puis après, on fait appel à un plaquiste, etc. pour fermer, mais on aura fait une bonne isolation et c'est ça le plus important. C'est quoi, quelle est l'erreur que toi, tu vois sur des chantiers, peut-être que tu n'as pas réalisé, peut-être sur des chantiers où vous arrivez trop tard, ou voilà, des gens qui ont peut-être des regrets sur le confort dans leur maison. C'est quoi l'erreur que tu vois le plus souvent sur un projet où on a voulu travailler l'isolation, puis on s'est peut-être un peu raté? C'est bien de la savoir si on y pense à isoler. On veut savoir l'erreur à ne pas faire. Je pense que l'erreur, que ce soit au niveau isolation, Velux, ventilation et autres qui concernent le bâtiment, c'est de ne pas aller trop vite. D'accord. Une personne donc il faut déjà de ne pas aller trop vite et essayer de trouver les bons conseils. Donc, essayer de trouver les bons conseils, ça va être un professionnel. Ouais. Il faut partir sur un professionnel qui a pignon sur rue et qui existe depuis un certain nombre d'années, mais aussi le feeling avec cette personne-là. Ça, c'est très important. Et il ne faut pas se précipiter. Même si on est tous dans l'optique de vouloir faire avancer ces travaux, il faut qu'on y aille vite, qu'on se dise, bon allez, c'est bon, j'ai mon idée projet isolation là, je vais le faire avant cet hiver. Là, on est fin septembre. Oui, au moment où on enregistre, ouais. On est fin septembre. Là, quelqu'un qui aurait un projet maintenant, il ne faut pas qu'il se précipite. Même s'il faut attendre une saison encore, il faut que les choses soient bien faites pour pas qu'il y ait de problèmes par la suite, quoi. Oui, ok. C'est juste ne pas se précipiter et prendre le temps d'écouter les conseils de professionnels. 1, 2, voire 3, mais c'est important de se poser et de bien s'enseigner. Prendre du recul et prendre son temps, c'est hyper important parce que c'est vrai que c'est des décisions qu'on peut faire sur le coup de l'émotionnel. On vient de rallumer le chauffage. Là, il ne fait pas hyper beau ces jours-ci, donc on commence à avoir l'humidité qui rentre dans les maisons. On peut avoir envie de se précipiter. Mince, j'ai oublié de le faire, j'ai passé l'été en tongs, maintenant j'ai mis mon pull, je veux isoler. Mais peut-être effectivement qu'il faut attendre. C'est un très, très bon conseil. Enfin, c'est une erreur à éviter d'aller trop vite, on va dire. Et ma question suivante, c'était quel conseil tu peux donner? Donc, tu as répondu, l'erreur, c'est de ne pas aller trop vite. Et donc, le conseil, ce serait de prendre son temps. On va dire, est-ce que tu as un deuxième conseil à donner pour terminer? Dernier conseil pour terminer. Le conseil, ce serait donc prendre le temps, ne pas hésiter à faire appel à 2, 3 professionnels pour avoir des avis différents. Oui. Le feeling, c'est très important. Le devis, c'est très important. Après, on peut avoir des différences de tarifs. Toutes les différences de tarifs se justifient. Mais il faut rencontrer des gens. Il faut se sentir à l'aise avec eux. Oui, parce qu'on part pour une petite aventure. Même si c'est, entre guillemets, que l'isolation, c'est quelques semaines, mois de travaux, donc il faut que le feeling passe. Alors, oui, c'est ça. C'est quelques jours, quelques semaines suivant les travaux. Ce qui est très important, c'est que là,
moi, ce que je fais chez les gens, c'est que je vais venir chez toi, projet Velux, projet isolation, je prends les deux gros projets qu'on peut réaliser. Normalement, on ne doit plus se voir. C'est parti pour 25, 30, 40 ans. Oui, je ne suis pas censée revenir te voir de sitôt. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de prendre son temps et de se dire, bah voilà, je vais m'engager avec eux. Je prends mon exemple Isole Habitat. Il faut que ce soit bien fait dès le début, qu'il n'y ait pas de soucis. Et après, on n'aura plus besoin de se revoir par rapport à ces postes-là. Donc, bien choisir, c'est prendre son temps, bien choisir, et c'est le meilleur investissement qu'on peut faire pour effectivement ne plus avoir à vous voir dans les 25 prochaines années. Pour ces postes-là. Pour ces postes-là. Bah, écoute, merci beaucoup Baptiste d'être venu sur le podcast Viving répondre à nos questions. Merci. Et je te dis à bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode. S'il t'a plu, tu peux aller mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer le prochain épisode qui arrive bientôt. Si tu as un projet pour ta maison ou ton appartement, tu peux demander à être mis en relation avec des professionnels locaux, des professionnels Viving qui pourront t'accompagner pour le réaliser. Pour cela, rien de plus simple, il te suffit de faire une demande sur le site viving.fr et tu seras recontacté. Retrouve le lien directement en description de cet épisode. Moi, je te dis à bientôt pour un prochain épisode.